L'économie sociale et solidaire, déjà, au-delà de la définition, c'est ce que nous faisons depuis des années. Et c'est ce que nous savons faire. Le terme social ne renvoie pas forcément, comme le dit quelqu'un, pour mieux caricaturer. Ce n'est pas une économie de la main tendue, mais c'est une économie de la poignée de main. Et au Sénégal, nous avons eu la chance, avec la loi 2021-28, d'avoir une définition claire de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire adaptée à nos réalités. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est toutes les activités menées en prenant l'humain au centre. Parce que nous avons l'économie au sens capitaliste, qui renvoie à la recherche de profit, mais aujourd'hui, nous avons l'économie qui permet, à travers l'économie sociale et solidaire, d'aller vers la recherche d'un bien, d'un intérêt collectif. C'est ce que font les sociétés de coopératives, c'est ce que font les sociétés mutualistes, c'est ce que font les groupements d'intérêt économique. Et c'est ce que font ce qu'on appelle les acteurs de l'économie informelle, que nous avons aujourd'hui défini à travers le terme économie populaire. Donc c'est un peu pour donner une définition claire. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie à travers des activités génératrices de revenus, mais qui mettent l'humain au centre de toutes les activités avec une finalité sociale et environnementale. Mais dans sa politique, comment l'État du Sénégal matérialise-t-il l'économie sociale et solidaire à travers des politiques qui sont mises en branle depuis un certain temps? Vous auriez pu nous citer lesquelles? D'abord, c'est tout un ensemble, parce que nous avons une cohérence. Cela va depuis le plan Sénégal émergent, qui, à travers un de ses projets phares, la modernisation graduelle de l'économie sociale, avait permis de lancer les bases. Et ça, c'était depuis 2014. En 2018, nous avons vu l'arrivée de l'ADER, qui était la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Ça permettait d'avoir du financement qui permettait aussi d'offrir un cadre, une organisation, un statut à ces entrepreneurs. Au-delà, nous avions aussi tout un dispositif d'accompagnement avec l'APDA, c'est ce qui concerne les artisans. Nous avons aujourd'hui la DPME avec le statut de l'entrepreneuriat, avec la loi sur les startups. Tout ça concourait à créer un cadre juridique. Parce que comme je disais tantôt, l'économie sociale et solidaire, c'est ce que nous faisons depuis tout le temps. Maintenant, il faut pouvoir donner un cadre d'expression pour pouvoir permettre à tous ces acteurs de cette économie sociale et solidaire de pouvoir profiter des dispositifs, avoir accès à des marchés, et aussi, non seulement, mais concourir vers cette réalisation de soi qui passe aussi par la protection sociale des employés et des travailleurs. Parce qu'il y avait cette situation de précarité qu'on mettait dans le terme économie informelle. Aujourd'hui, nous avons pu mettre un certain nombre de dispositifs, notamment la couverture maladie universelle. Nous avons aussi la protection des travailleurs. Nous avons la Société des coopératives qui est instituée aujourd'hui à travers l'OADA. Et depuis 2019, le président a mis en place la seconde initiative de ce présent quinquennat, qui est le PSE, économie sociale et solidaire. Et à travers cela, aujourd'hui, nous pouvons valablement mettre en place le dispositif et le parachever. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu la loi sur l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est le 4e pays à avoir la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et nous allons maintenant vers l'agrément des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et qui parle d'agrément parle davantage incitatif, de dispositifs favorables à ces acteurs, notamment avec le Code des marchés, qui octroie un accès privilégié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. D'autres dispositifs sont en cours, mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, à travers tout le dispositif, nos acteurs de l'économie sociale et solidaire ont accès à des financements, ont accès à une assistance technique et ont accès aussi à des subventions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les partenaires au développement, surtout les fameuses institutions de Bretton Woods, sont vraiment disons, enthousiastes dans ces nouvelles politiques dites sociales, quand on sait que cela va quand même bien sûr nécessiter beaucoup de subventions d'ordre social, alors que souvent c'est plutôt en tout cas la restructuration de nos économies en tout cas qui les préoccupe, parce qu'il est question aussi de payer la dette. Alors c'est aussi un dilemme souvent assez cornélien pour les États qui sont dans ces politiques-là dites sociales. Alors comment on fait? Est-ce qu'aujourd'hui ils ont fini d'intégrer cela également dans le rapport avec le reste du monde, surtout l'Afrique?
Je suis heureux de pouvoir répondre à cette question parce que depuis ce 18 avril, les Nations Unies ont adopté un cadre, une résolution pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes heureux d'en parler parce que le Sénégal fait partie des 3 pays co-facilitateurs. Il y avait le Sénégal, le Chili et l'Espagne qui ont porté cette résolution depuis 2 ans maintenant. Et cette résolution a été adoptée le 18 avril dernier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons essayé de mettre en place des objectifs de développement durable avec l'atteinte prévue en 2030. La crise de la Covid nous a montré que nous avions eu un impact sur les différentes économies et il y a eu un resserrement dans nos pays et dans nos terroirs. Ils se sont rendus compte que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs durables, c'est à travers l'économie sociale et solidaire. Parce qu'à travers l'économie sociale et solidaire, nous avons l'inclusion à travers l'économique des travailleurs, nous avons aussi le développement du potentiel de nos terroirs. Parce que c'est cela, en fait, l'économie sociale et solidaire. Nous pouvons fixer nos populations dans les terroirs et aller vers la pleine exploitation de nos potentiels. Parce qu'on parle beaucoup d'industrialisation, on a parlé de cet esprit capitaliste. Quand vous faites évoquer les actions de Bretton Woods, vous allez vers ça, vers le capital. Mais aujourd'hui, le capital ne peut pas aller sans l'humain. Si nous ne replaçons pas l'humain au centre de nos politiques économiques, nous n'allons pas pouvoir absorber toute cette jeunesse qui est là, qui est demandeur d'emploi. Nous n'allons pas pouvoir aussi absorber les différentes ressources que nous avons à disposition et que nous pouvons transformer à travers des chaînes de valeur bien définies. Parce que la phase d'industrialisation ne peut pas se faire si nous n'avons pas aujourd'hui des structures bien mises en place au niveau de nos territoires pour pouvoir offrir la matière première. Si vous allez vers les États industrialisés, mais ils ont du mal aujourd'hui à avoir des terres arables. Nous avons ces terres. Aujourd'hui, pour pouvoir tirer le plein potentiel de nos terroirs, il nous faut organiser toute cette main-d'œuvre en société de coopérative. Parce que, en définitive, qu'est-ce que les gens cherchent? Avoir un bien-être. Ils ne sont pas vraiment vers la recherche du capital. Ils ne sont pas attirés par cette richesse. Ils sont juste attirés par un bien-être, avoir un emploi décent et pouvoir survenir à des besoins primaires. Toumani, j'avais une question véritablement qui concerne ce forum mondial de Dakar, si on peut l'appeler ainsi, 6e édition. Qu'est-ce qui a motivé le choix? Qu'est-ce qui a plaidé en faveur du Sénégal? C'est un appel à candidature. Le Sénégal a posé ses actes. Si on demande aujourd'hui qu'est-ce qui a motivé, je dirais d'abord la stabilité de ce pays. Et beaucoup d'investissements ont été réalisés en termes d'infrastructures. Nous avons la mobilité, nous avons les capacités d'accueil. On a vu l'ensemble des réalisations en termes d'infrastructures et de réceptifs hôteliers. Nous avons vu aussi cet aéroport ultramoderne avec sa capacité d'accueil, les points de connexion, notamment même au niveau aujourd'hui routier. Nous avons aujourd'hui des points de connexion. Nous pouvons rallier certaines capitales d'Afrique à travers la voie terrestre. Nous avons aussi cette stabilité, nous avons cette organisation, parce que, comme je le disais, nous sommes non seulement facilitateurs de la résolution des Nations Unies, nous sommes parmi les 5 pays qui ont eu une loi portant économie sociale et solidaire. Et pour la petite histoire, depuis 2014, nous avons un département ministériel dédié à l'économie sociale et solidaire, qui est devenu un ministère plein en 2017. Et c'est le ministère que nous occupons aujourd'hui, qui est le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est cette volonté politique affirmée par le chef de l'État et cette disposition, que ce soit en termes d'accueil, qui a plaidé en notre faveur pour permettre à l'Afrique d'être le premier pays, le Sénégal d'être le premier pays africain à accueillir cet événement. Bon, peut-être juste le rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'extension de l'assurance maladie, peut-être. Oui, déjà en termes d'assurance maladie, aujourd'hui, qui parle d'économie sociale et solidaire, le premier acteur réel de l'économie sociale et solidaire en termes de capacité financière, en termes d'impact, c'est les institutions de microfinance. C'est les premiers acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que, en général, c'est des institutions mutualistes. Et à travers la microfinance, on a
qui s'est développé. On a le microcrédit, on a la micro-assurance aujourd'hui, qui permet d'adresser des demandes pour une certaine catégorie de la population. Maintenant, nous avons depuis quelques années l'assurance maladie universelle, qui permet d'avoir une certaine protection pour les familles. Mais mieux, avec la loi, nous devons travailler maintenant sur un dispositif qui offre une protection sociale aux acteurs de l'économie populaire. C'est ceux-là qu'on appelle les artisans, ce qu'on appelle les marchands ambulants, ceux qui sont dans cette économie dite informelle et qu'on veut amener vers une formalisation à travers l'économie sociale et solidaire. Juste par rapport à l'équité territoriale, en termes d'économie sociale et solidaire, j'ai accompagné le ministère au niveau des îles de la Casamance. Alors là, aussi, c'est un travail important qui est fait au niveau de ces îles-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le suivi est aussi assuré pour permettre à ces populations-là de bénéficier davantage de l'économie sociale et solidaire? En effet, parce que déjà, comme je le disais, à travers la résolution des Nations Unies, il y a eu ce portage, mais il y a eu ce constat qui est qu'aujourd'hui, pour résorber les déséquilibres au niveau de nos terroirs, pour fixer les populations au niveau de leur terroir, il fallait de plus en plus aider à structurer des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et là, c'est très important aussi de faire cette précision. Beaucoup, bon, c'est vrai que le terme social est galvaudé un peu dans notre pays, mais l'économie sociale et solidaire, encore une fois, ce n'est pas une économie de la main tendue. Ce n'est pas une économie... pour caricaturer très simplement Wolof, de l'économie d'Ol, économie Diapel ma Diapel. Parce que c'est des personnes qui ont un objectif commun, qui se mettent ensemble, ou c'est une personne qui crée de la valeur ajoutée pour permettre de régler un problème, un bien qui est demandé. Pour prendre un exemple très simple, on a beaucoup formé dans les zones rurales, où on a permis aux femmes d'être des transformatrices. Mais qu'est-ce qui se passait? On avait 50 femmes qui étaient formées, qui faisaient toute la transformation de jus. Oui, les mêmes choses. Il n'y avait aucune valeur ajoutée dans ce qu'elles faisaient. Et c'est comme quelqu'un disait, on a vu tellement de savons dans certaines zones qu'on se demandait c'était destiné à qui. Aujourd'hui, à travers l'économie sociale et solidaire, on peut créer toute une chaîne de valeur et spécialiser chacune des femmes, parce qu'à la fin de la journée, elles auront pu générer des ressources qui leur permettra de régler leurs problèmes. Donc c'est cette mise en corrélation qui permet de créer cette économie qui est dite sociale parce qu'elle place l'humain au cœur, mais qui est dite solidaire parce que toute la chaîne concourt à l'atteinte d'un même objectif. C'est juste ça pour caricaturer cette économie sociale et solidaire. Les deux vont ensemble. On ne peut pas les prendre de manière très séparée. Donc d'une certaine façon, l'économie sociale et solidaire, hein, si elle est vraiment... se concrétise en acte, permettrait de réduire un peu ce taux d'informel extrêmement élevé donc, auquel on assiste dans notre pays, dans nos pays, en Afrique, hein, parce que quand même l'informel tire pratiquement une bonne partie des activités socio-économiques. Et on sait tous hein, que c'est vrai qu'une bonne part de la population gagne son pain quotidien dans le secteur informel, bien dans les secteurs informels, mais cela ne saurait être des activités viables pour porter vers le haut quand même toute une économie. Et il faudrait véritablement restructurer tout cela. Et grâce donc à l'économie sociale et solidaire, on peut créer des chaînes de valeur pour qu'il y ait beaucoup plus aussi de plus-value pour les acteurs économiques. Oui, c'est la vocation première de l'économie sociale et solidaire, d'abord d'offrir la protection sociale aux travailleurs, de mettre l'ensemble des travailleurs dans des conditions favorables pour que la notion de travail décent soit une réalité, corriger les disparités, mais aussi lutter contre certaines formes d'exclusion, que ce soit au niveau des femmes. Aujourd'hui, grâce à l'économie sociale et solidaire, nous avons des sociétés de coopératives entièrement féminins. Si vous allez aujourd'hui sur certains secteurs, notamment ce qu'on appelle l'économie circulaire, avec la collecte et le recyclage des décès, qui règle un problème environnemental, nous avons eu à agréer des structures, les premières structures. Les deux sont des sociétés de coopératives qui exercent dans la décharge de Meubus. Nous avons au niveau des produits halieutiques beaucoup de femmes qui se sont formées en coopérative. Au niveau de la zone des Niayes aussi, il y a beaucoup de femmes qui se sont mises en société de coopérative.
cela leur permet non seulement d'être une société coopérative, mais d'être outillées aussi dans la gouvernance. Parce qu'elles sont obligées de respecter un certain nombre de règles et un certain nombre de dispositifs pour pouvoir non seulement générer des ressources, mais pouvoir aussi faire une distribution équitable des profits. Parce que c'est la finalité de l'économie sociale et solidaire. Donc pour répondre à votre question, effectivement, cela permettra de réduire cette part d'informel, parce que c'est vrai aussi sur l'informel, je pense que les économistes pourront mieux en parler. Des fois, on voit on colle un certain nombre d'activités au secteur informel qui ne le sont pas. Les commerçants ne sont pas des acteurs du secteur informel. Ils sont soumis à des règles, ils ont un statut. Par contre, des travailleurs qui sont hors d'un cadre formel qui leur permet d'avoir cette formalisation. Le marchand ambulant ne peut pas avoir de cadre formel. Mais aujourd'hui, grâce à l'économie sociale et solidaire, on peut lui créer un formalisme avec un statut d'entrepreneur social qui lui permet d'exercer et d'aller vers ce secteur informel, vers le secteur dit formel, et de réussir son inclusion sociale par l'économie. Parce que c'est aujourd'hui le but recherché, c'est que tout travailleur au Sénégal puisse se réaliser, puisse avoir un statut social. D'où le terme utilisé par le président, réussir l'inclusion sociale par l'économie. Merci beaucoup, M. Fall. Dans la deuxième partie, on parlera, je crois bien, de la qualité des participants donc à ce forum, et aussi de l'offre du Sénégal, ce que le Sénégal va apporter en termes de contribution, de plus-value. On sait que, par exemple, les fameuses bourses sociales de solidarité nous ont été inspirées quand même par le Brésil, avec les fameuses bolsas sociales donc, du président Lula, qui a été donc, reconduit à la tête du Brésil. Le Sénégal, aujourd'hui, est également dans ce sillage, mais aussi il y a d'autres politiques qui ont été mises en avant par l'État du Sénégal. Peut-être que ça pourrait être aussi une offre pour les autres pays participants. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons dans la deuxième partie, Inch'Allah. On attend à peu près combien de participants ? Près de 3000 participants, parce que c'est le grand rendez-vous des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons les sociétés de coopératives. Pour exemple, aujourd'hui, la force de l'agriculture en Afrique du Sud vient des sociétés de coopératives. Et dans le même sillage, le Sénégal, à travers un programme qui s'appelle le PACAO, est en train de structurer beaucoup de sociétés de coopératives dans les filières mangue, que ce soit dans les filières anacarde, et même dans les filières des technologies de l'information et de la communication. Mais il n'y aura pas de défilé des altermondialistes. Souvent, ça fait peur aux États. Non, ce n'est pas, encore une fois, l'économie sociale et solidaire n'est pas en opposition avec... Ce n'est pas le triomphe de la gauche, quoi. Non, la gauche radicale. Non, ce n'est pas une économie anticapitaliste, ce n'est pas une économie, encore une fois, des pauvres, mais c'est une économie qui vise vraiment, réellement à créer de la richesse et à créer de la plus-value. Et on le remarquera à travers les modèles que nous mettrons en avant lors de ce forum. Et nous avons de très très beaux modèles au Sénégal qui sont en cours d'expérimentation et même des modèles éprouvés, notamment sur les oléagineux avec le modèle de la Sonacos. C'est aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire avec l'huile d'arachide. C'est un exemple depuis la colonisation de réussite, d'intégration de toute une chaîne de valeur qui a permis d'avoir cette huile qui est une spécialité, une marque de fabrique du Sénégal.